En raison du fait que la masse monétaire est restée stable ces dernières années, elle croît lentement, nous allons connaître un fort ralentissement cette année, qui sera aggravé par toute cette incertitude liée au régime créé par Trump. À mesure que l'économie ralentira et entrera en récession, la Fed fera ce qu'elle fait toujours, elle baissera les taux d'intérêt. Ce à quoi je m'oppose également, c'est à l'augmentation des dépenses que cela implique. Et c'est une question bipartisane, à l'exception de quelques rebelles républicains à la Chambre qui ont ralenti les choses. Il y a beaucoup de dépenses publiques là-dedans, en particulier au sein du département de la Défense, dont le budget explose. Pourquoi diable dépensons-nous davantage pour un département de la Défense surdimensionné, rempli de gaspillage, de fraude et d'abus? Cela me dépasse. C'est tout simplement un gaspillage total d'argent. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir à nouveau le Dr. Steve Hanke. Le Dr. Hanke est le fondateur et co-directeur de l'Institut d'économie appliquée, de santé mondiale et d'études de l'entreprise à l'Université Johns Hopkins. Le professeur Hanke est l'un de mes experts de référence en économie depuis très longtemps. Il a récemment coécrit un livre intitulé « Faire fonctionner l'argent », comment réécrire les règles de notre système financier. Je mettrai le lien du livre dans la description ci-dessous. J'ai vraiment hâte de le lire. Professeur Hanke, c'est un immense plaisir de vous revoir. Cela faisait trop longtemps. Merci beaucoup d'être avec nous. Eh bien, merci Lena. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vous ai vu participer récemment à l'événement de l'Institut Mises. Je crois qu'il s'agissait de la conférence de recherche en économie autrichienne. Vous avez abordé l'importance des banques commerciales et de la réglementation bancaire. Alors que tout le monde se concentre sur ce que fait ou dit la Fed, comme vous l'avez souligné, vous avez en réalité mis en avant le fait que la majorité de la monnaie est créée de manière privée par les banques commerciales, et que le système bancaire devrait être au premier plan. Pour faire simple, les banques gagnent de l'argent en accordant des prêts. Cependant, les données récentes montrent que les retards de paiement continuent d'augmenter. Ces prêts ne sont effectivement pas remboursés, en particulier ceux qui accusent au moins 90 jours de retard, ce qui est un très mauvais signe. Et cela ne concerne pas seulement les prêts hypothécaires, mais aussi les prêts automobiles, les cartes de crédit et les prêts étudiants. Les prêteurs américains doivent certainement prévoir d'augmenter leurs provisions pour pertes sur prêt en raison de cette dette impayée croissante qu'ils portent dans leur bilan. Et c'est un signal d'alarme important. Le système bancaire des États-Unis est-il sûr aujourd'hui et dans un avenir proche? Quelle est votre évaluation? Mon évaluation est que c'est plutôt sûr. L'aspect de la délinquance et l'augmentation des provisions sont en hausse, mais cela reste, disons, dans la zone de sécurité. Ce n'est pas au bord du gouffre ou quoi que ce soit de ce genre, donc je pense que les gens peuvent généralement se détendre. Cependant, en regardant vers l'avenir et cette augmentation des provisions que les banques effectuent, ce qu'elles font, c'est anticiper que le problème de la délinquance continuera de les affecter parce que l'économie va ralentir cette année et selon moi probablement entrer en récession. Et cela pour deux raisons. La première est que la masse monétaire ces dernières années est restée pratiquement stable. Cela n'a pas beaucoup changé. En fait, cela n'a pas du tout changé depuis l'été 2022. Aujourd'hui, il s'agit de la masse monétaire en circulation parmi le public non bancaire, l'argent que les gens détiennent et peuvent dépenser, la puissance de feu dont ils disposent. Elle est à peu près au même niveau qu'à l'été 2022. Et le taux de croissance de la masse monétaire mesuré globalement par ce que nous appelons M2
augmente à un rythme assez anémique, environ 4% d'une année sur l'autre. Et le taux de croissance idéal selon Hanke, un taux compatible avec l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2% fixé par la Fed, est d'environ 6%. Donc la masse monétaire est stagnante et le taux de croissance est inférieur à ce qu'il devrait être si nous voulions atteindre un objectif d'inflation de 2%. Par conséquent, je ne suis pas surpris que l'inflation ait diminué et soit désormais à 2,3% aux États-Unis et qu'elle continue de baisser. L'économie va ralentir, car ce qui se passe avec les variations de la masse monétaire, avec un certain décalage, c'est que cela finit par influencer le taux de croissance réel de l'économie et le taux d'inflation. Si vous additionnez le taux de croissance réel de l'économie et le taux d'inflation, bien sûr, cela correspond au produit national brut nominal. Donc je considère ce ralentissement, cette croissance anémique de la masse monétaire, comme l'un des facteurs à l'origine de la récession anticipée et du ralentissement que j'observe, ainsi que du ralentissement continu de l'inflation. Maintenant, l'autre aspect, tout cela n'a rien à voir avec l'administration Trump actuelle ou quoi que ce soit de ce genre. Cela était déjà prévu il y a 1 an, 2 ans. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est ce que j'appelle l'incertitude du régime. L'incertitude du régime, c'est lorsque de nombreux changements importants surviennent dans les règles du jeu et dans l'économie. Si toutes ces choses changent en même temps, cela indique en fait que tout le régime est en train de changer, que les règles du jeu changent. Et à cause de cette incertitude du régime, nous avons des droits de douane. Personne ne sait exactement ce qui se passe avec les droits de douane. Personne ne sait exactement ce qui se passe avec le budget. Personne ne sait ce qui se passe avec les régimes réglementaires. Toutes sortes de choses changent très rapidement. Et en conséquence, les entreprises ont même cessé de donner des prévisions sur l'évolution de leurs bénéfices pour les 6 prochains mois ou l'année à venir. Beaucoup d'entre elles ont tout simplement baissé les bras. Elles disent, nous n'avons aucune idée de la direction que va prendre notre propre activité. Voilà comment l'incertitude liée au régime s'inscrit dans le tableau. Et pour ce qui est des bénéfices, comme je l'ai dit, les prévisions, beaucoup d'entreprises n'en publient plus. Je pense que les bénéfices de cette année finiront à 0, voire en négatif, à cause du ralentissement de l'économie et de cette incertitude réglementaire. Voilà donc le tableau général, si l'on peut dire. Vous avez commencé à poser des questions sur le secteur bancaire. Eh bien, la banque s'inscrit dans ce contexte, car les banques commerciales produisent environ 80% de la masse monétaire au sens large, mesurée par M2. D'ailleurs, le taux de croissance des prêts accordés par les banques commerciales est en réalité en baisse d'environ 3%. Leur contribution est donc limitée. La croissance est lente. Et la raison principale, c'est que la demande de prêts n'est pas très forte. Cette demande est faible parce que les gens hésitent à réaliser des investissements à long terme nécessitant du crédit et pour lesquels ils doivent fournir des actifs en garantie afin d'obtenir ces prêts à long terme. Car en cas d'incertitude sur le régime, on se replie sur soi. Non seulement vous ne publiez pas de prévision de bénéfices ni d'orientation sur les résultats, mais vous cessez également d'investir. D'ailleurs, cela a été un facteur important qui a aggravé la Grande Dépression de 1929 à 1933. Franklin Delano Roosevelt est arrivé, le New Deal a été instauré, il changeait tout, un peu comme Trump a essayé de le faire, mais avec le New Deal. Il y avait une incertitude énorme sur le régime. Et l'investissement est en fait tombé à 0 et n'a jamais repris avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, une grande partie de l'économie, pendant une longue période, n'a connu aucun investissement. Cela a eu pour conséquence que la Grande Dépression a duré beaucoup plus longtemps
qu'elles ne l'auraient fait autrement. Donc les banques sont importantes. Les régulations bancaires sont très importantes. Et d'ailleurs, pour bien comprendre cela, si l'on regarde la grande crise financière de 2008, l'un des plus grands facteurs de cette crise, et la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas remis très rapidement de la grande crise financière de 2008, c'est que de nouvelles régulations bancaires ont été mises en place. Les régulations Dodd-Frank sont arrivées, et cela a vraiment étouffé les prêts et le crédit bancaire. Et Bâle III est également entré en vigueur à la même période, par coïncidence, et Bâle III a augmenté les ratios de fonds propres exigés des banques, le montant de capital qu'elles devaient détenir par rapport au montant d'actifs qu'elles possédaient. Et à cause de cela, la contribution des banques à la masse monétaire est en fait devenue négative. Et c'est pour cela que nous avons eu l'assouplissement quantitatif. En d'autres termes, nous avons eu la grande crise financière. Puis, Washington, D.C., dans toute sa sagesse, a supposé à tort que les banques étaient les méchants, que les banquiers étaient mauvais, et qu'il fallait les réglementer plus strictement. Alors la loi Dodd-Frank est arrivée. Elle a mis un nœud coulant autour du cou des banques. Et bien sûr, les banques ont ralenti l'octroi de crédit en conséquence. Et en même temps, depuis Bâle en Suisse, ces ratios de fonds propres ont été augmentés, ce qui a encore plus contraint les banques. Et le crédit bancaire s'est tout simplement tari. Il est devenu négatif. Elles ne renouvelaient pas les prêts. Elles n'accordaient pas de nouveaux prêts. Et la Fed est alors intervenue, une fois qu'ils ont constaté que la masse monétaire diminuait vraiment, avec les programmes d'assouplissement quantitatifs 1, 2 et 3 en fait. Donc la régulation bancaire, la plupart des gens ne s'intéressent pas à la régulation bancaire. Ils n'y prêtent aucune attention. Et pourtant, c'est vraiment l'éléphant dans la pièce, car ce sont les banques commerciales qui sont l'éléphant dans la pièce, pas la Fed. Tout le monde se demande, oh, que va faire la Fed avec le taux des fonds fédéraux? Où la Fed va-t-elle fixer les taux d'intérêt? Et même si cela a son importance, ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui compte le plus, c'est la façon dont les banques sont régulées et la manière dont elles génèrent des prêts. Il y a quelques jours, j'ai vu un post très intéressant sur votre ex, anciennement Twitter. Vous avez publié que les banques américaines détiennent 500 milliards de dollars de pertes latentes sur des titres d'investissement. Et si les taux restent élevés, avez-vous dit, et que les défauts continuent d'affluer, les banques américaines pourraient être en difficulté. J'ai trouvé cela vraiment intéressant, car, en tant qu'ancien auditeur financier, je peux dire qu'il arrive un moment où les banques n'auront pas d'autre choix que de comptabiliser ces pertes, ou une partie de ces pertes, s'il est plus probable qu'improbable, qu'elles ne pourront pas les récupérer dans un délai raisonnable. Étant donné la durée pendant laquelle les banques commerciales détiennent ces pertes latentes, il est possible qu'elles doivent en comptabiliser une partie dans un avenir proche. Quelle serait votre évaluation des menaces pour l'économie américaine liées aux 500 milliards de dollars de pertes latentes inscrites dans les livres des banques? Eh bien, ça revient à dire, c'était un problème. Vous vous souvenez de la Silicon Valley Bank? C'était essentiellement le problème qu'ils ont rencontré. Donc c'est un problème potentiel, mais je pense qu'il s'intègre dans le système, pas comme une situation de panique bancaire comme celle de la Silicon Valley Bank. C'est un événement peu probable. Ce qui est plus significatif, c'est que si les bilans des banques contiennent ces pertes latentes, elles ont tendance à se replier et à retenir ou à fonctionner de manière plus prudente. Donc il y a deux choses qui se passent avec les prêts bancaires qui augmentent à un rythme assez lent, environ 3%.
J'ai dit que un des facteurs qui influent là-dessus, c'est que la demande de prêt n'est pas très forte. L'autre chose, c'est que les banques ne sont pas très enclines à accorder des prêts, et cela s'explique par la situation de leur bilan. C'est donc toujours une question d'offre et de demande. Il y a un aspect lié à la demande, mais il y a aussi un aspect lié à l'offre. Nous avons déjà évoqué quelques aspects liés à l'offre. L'un d'eux est la hausse du taux de défaillance et l'augmentation des provisions pour les banques, ce qui se reflète dans leur bilan. L'autre point concerne ces pertes latentes qui affectent la qualité des bilans. Donc, encore une fois, c'est quelque chose à surveiller, mais il n'y a pas encore, disons, de raison de paniquer. Il suffit de garder un œil dessus. Comme vous l'avez mentionné, les régulateurs bancaires tiennent clairement les rênes et il y a plusieurs nouvelles réglementations sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. Nous avons BAL 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 2025, ainsi qu'un nouveau ratio de levier supplémentaire dont nous avons brièvement parlé avant de commencer l'enregistrement. Quel effet anticipez-vous que ces nouvelles réglementations auront sur le système bancaire américain? Eh bien, tout d'abord avec BAL 3, à ce stade, il n'est pas clair si les États-Unis vont accepter ces réglementations dans leur forme actuelle. Donc il va falloir attendre. Cela reste un peu en suspens et incertain. L'autre point, c'est le ratio de levier supplémentaire, qui est là encore un montant de capital supplémentaire détenu contre certains actifs que possèdent les banques. Et il se dit au sein de l'administration Trump qu'ils vont supprimer ce ratio de levier supplémentaire. Si cela se produit, cela assouplirait l'offre de prêt. Ce serait donc positif pour l'offre si l'on se place dans un schéma d'offre et de demande, et cela déplacerait la courbe de l'offre un peu vers la droite. Quoi qu'il en soit, et d'ailleurs, les banques ont fait un lobbying très intense pour faire supprimer ce ratio de levier supplémentaire. Et il semble qu'elles vont réussir à le faire. Ce qui, personnellement, me paraît être une bonne chose. Je suis tout à fait pour sa suppression. Oui, bien sûr. Et je pense que, puisque cela a été mis en place après la crise financière de 2008, il est logique de reconsidérer et d'ajuster la réglementation maintenant que nous sommes dans un environnement complètement différent. Eh bien, oui. Je pense que les réglementations de 2008 étaient une mauvaise affaire et inappropriée dès le départ. Donc, dans la mesure où l'on revient sur des mesures mises en place à la suite de la grande crise financière, c'est une bonne chose, pas une mauvaise. J'étais très opposé à l'augmentation des ratios de fonds propres. Je pensais qu'elles étaient inutiles et imprudentes. À chaque fois qu'il y a une crise financière, les têtes pensantes de Washington, de Bâle et tous les régulateurs n'ont qu'un seul réflexe: augmenter les ratios de fonds propres. Et ils pensent que cela va, d'une manière ou d'une autre, rendre les banques et le système financier plus sûrs. C'est pas vrai. Donc, en tout cas, une chose que Sukurki et moi faisons d'ailleurs, c'est d'examiner quelle serait une manière plus appropriée d'aborder la question du ratio de fonds propres, quelque chose de différent de Bâle. Et cela s'adresse aux personnes, aux banquiers qui veulent vraiment aller dans les détails et comprendre de quoi il s'agit. Tout cela se trouve dans ce livre, Making Money Work, principalement en annexe en fait, afin que le lecteur général ne soit pas trop submergé par les mathématiques associées à ce sujet. Mais les techniciens y trouveront évidemment de l'intérêt et de l'utilité. Et j'espère que les régulateurs aussi. Je l'espère aussi. Dès que j'ai vu le livre, je me suis dit,
celui-là sera en haut de ma liste de lecture, tout simplement parce que il se passe tellement de choses dans le secteur financier. Et comme j'ai beaucoup d'expérience dans l'audit des banques, évidemment, je suis très intéressée par la lecture de votre livre et par le fait d'obtenir une perspective alternative sur la manière dont ces réglementations et ce cadre peuvent être révisés et restructurés pour les rendre plus efficaces et efficients, et pour qu'ils fonctionnent réellement, au lieu de rester dans l'état quelque peu défaillant dans lequel ils se trouvent actuellement. Eh bien, ce livre est vraiment dans ton domaine, Lena. Et l'idée principale du livre, vue d'en haut, les gens vont demander pourquoi ce livre est-il important? Eh bien, il est important parce que ce que nous essayons de faire, c'est de nous concentrer sur les banques et leurs relations avec la création monétaire, et de replacer les banques au centre du système financier. Elles se sont un peu écartées du centre, et elles sont mal régulées, premièrement. Et si elles étaient régulées de manière plus raisonnable et prudente, le système serait plus sûr et elle fonctionnerait mieux. L'ensemble du système financier et toute l'économie fonctionneraient en fait mieux si les banques étaient replacées au cœur de l'ensemble. Et c'est en quelque sorte l'idée directrice du livre. C'est donc une lecture incontournable pour quiconque s'intéresse à la monnaie, à la banque et au fonctionnement réel de l'économie. Absolument. Et j'ai hâte de le lire et, espérons-le, de vous inviter à nouveau pour une critique du livre. Dr. Hank, il y a un post très intéressant que Donald Trump a publié juste hier. Et une fois de plus, il semble insister sur sa volonté que le président de la Fed, Powell, baisse les taux. Cela affecterait bien sûr les banques, car si les taux sont réduits, leur portefeuille de titres en subirait les conséquences. Quelle est la probabilité que Powell baisse effectivement les taux maintenant, étant donné que les droits de douane sont effectivement en pause pour une très courte période, seulement 90 jours, alors que les États-Unis et la Chine tentent de trouver un terrain d'entente? De plus, l'effet de ces droits de douane, s'ils sont réintroduits, est probablement assez inconnu et négatif. Quelle est la probabilité que Powell dise « D'accord, je vais baisser taux comme vous me le demandez ». Eh bien, je pense que tout d'abord, la Fed ne regarde pas la masse monétaire. Ils ne gèrent pas la politique monétaire de la bonne manière parce qu'ils ignorent les variations de la masse monétaire. La politique monétaire ne concerne pas les variations des taux d'intérêt, elle concerne les variations de la masse monétaire. Donc tout le monde se concentre sur les variations des taux d'intérêt, mais ce sur quoi il devrait se concentrer, ce sont les variations de la masse monétaire. Et en ce moment, nous avons toujours un resserrement quantitatif qui ralentit la croissance de la masse monétaire. C'est pourquoi la masse monétaire n'augmente que d'environ 4% d'une année sur l'autre. Elle devrait croître de 6%, un rythme cohérent avec l'objectif d'inflation de 2% de la Fed. Donc la Fed se trompe complètement. Mais pour revenir à votre question et au post de Trump sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en raison du fait que la masse monétaire a stagné ces dernières années, elle croît lentement, nous allons connaître un fort ralentissement cette année, qui sera aggravé par toute cette incertitude liée au régime créé par Trump. Et à mesure que l'économie ralentira et entrera en récession, la Fed fera ce qu'elle fait toujours, elle baissera les taux d'intérêt. La Fed est toujours en retard sur les événements. Elle ne regarde pas l'évolution de la masse monétaire, donc elle n'anticipe pas ce qui va arriver à l'inflation, et elle n'anticipe pas non plus ce qui va arriver au taux de croissance réel de l'économie. En gros, ils avancent à l'aveugle, sans regarder ce qu'il faut. Mais lorsqu'ils verront que l'économie ralentit et que le marché du travail se détériore, ils baisseront les taux d'intérêt. Voilà comment je vois les choses. Ils regardent toujours dans le rétroviseur.
ils sont dépendants des données, ils observent l'emploi actuel, les taux de participation au marché du travail, ce genre de choses, toutes sortes de signaux sur le marché du travail chaque jour. Et ils surveillent aussi les chiffres de l'inflation et ce qui se passe au quotidien. Mais le problème, c'est que ce qui se passe avec ces chiffres, les données dont ils dépendent, est en réalité causé par quelque chose qui s'est produit avec la masse monétaire il y a 1 an, 2 ans. Donc ils ne regardent pas ce qui est à l'origine de tout cela, mais ils restent dépendants des données. Et s'ils commencent à voir une détérioration du marché du travail et de l'économie, ils baisseront le taux des fonds fédéraux. Ce qu'ils devraient faire, c'est déjà mettre fin au resserrement quantitatif. Trump, bien sûr, ne sait pas non plus ce qu'il fait. Trump, of course, doesn't know what he's doing either. He's whining around. He's a whiner. Il se plaint sans arrêt. C'est un râleur. C'est fondamentalement un plaignant. Et il se plaint de quoi? Du taux d'intérêt. Eh bien, ça l'intéresse parce qu'il vient de l'immobilier. Et les gens de l'immobilier s'intéressent au taux d'intérêt. Ce qu'ils devraient regarder, c'est la masse monétaire. Et ce qui motive tout ça, c'est le resserrement quantitatif, ce qu'ils font en ce moment. Trump dit qu'il devrait assouplir. Je suis d'accord, il devrait assouplir en se débarrassant du resserrement quantitatif. Oubliez la question des taux d'intérêt pour l'instant. Mais il y a beaucoup de confusion. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Et si vous voulez apprendre à analyser les choses, à comprendre ce qui se passe vraiment et ce qui fait tourner l'économie, lisez Sikorsky et Hank, Faire fonctionner l'argent. Absolument. Trump peut faire la promotion de ses idées. Moi, Algebra Jim Yen. Trump can pitch his stuff. I'm pitching my stuff. Le président Trump cherche également à équilibrer le déficit commercial des États-Unis. Et cela rejoint un peu ce que vous avez mentionné plus tôt dans la conversation, lorsque vous avez dit qu'il y avait tellement d'incertitudes concernant les politiques. Il cherche donc à équilibrer le déficit commercial américain en utilisant des politiques commerciales protectionnistes. J'ai vu récemment plusieurs économistes partager l'opinion qu'un déficit commercial ne reflète en réalité pas les politiques commerciales. Il s'agit plutôt d'une fonction de la consommation et de la production. Est-il vraiment nécessaire d'équilibrer le déficit commercial américain à ce stade? Eh bien non, c'est un mauvais objectif politique, se préoccuper du déficit commercial. Donc ça, c'est déjà une mauvaise chose. Mais là, c'est fondamental. Prends ton crayon, Lena, parce que je vais t'expliquer tout ça. C'est une identité comptable, et si les gens comprennent ça, ils comprendront tout. Nous allons regarder les comptes nationaux pour la fin de l'année 2024, juste pour simplifier. Et tout ce que je fais est en milliards. Donc, le premier chiffre à noter est 29 185. C'est le PIB. Il était un peu supérieur à 29 000 milliards de dollars. 29 185. Maintenant, tu apprends dans les principes d'économie l'identité comptable la plus basique, à savoir que la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus le solde commercial égale le PIB. C'est C plus I plus G plus X égale PIB. Alors, qu'est-ce que ça donne? La consommation était de 19 825. Consommation 19 825. Investissement 5 273. Investissement 5 273. Administration 4 990. Administration 4 990. Si vous additionnez les dépenses, consommation plus investissement plus administration, vous obtenez un total de 30 088. Or, 30 088 est supérieur au PIB. Nous dépensons plus que le PIB. Et si vous soustrayez le PIB, soit 29 185 de ce total des dépenses, consommation, investissement et administration, de 30 088, vous obtenez un excès de dépenses de 903. Quel est le déficit commercial? Il est de 903. Maintenant, que signifie cette arithmétique? C'est la partie la plus essentielle de tout cela. Et il faut comprendre que l'économie, c'est avant tout des bilans et de la comptabilité. L'économie n'est pas autre, c'est normal de interstate de magnétique de bilan, si l'on finit tête.
connected linkage of balance sheets, if you think about it. So it's all about accounting. That's why the only course, by the way, Donc tout est une question de comptabilité. C'est d'ailleurs pour cela que le seul cours que j'exige des étudiants avant qu'ils n'entrent dans mes cours d'économie, c'est la comptabilité. Il n'y a rien de plus important qu'un bilan. En tant qu'auditrice, tu devrais bien l'apprécier, Elena. Maintenant, qu'est-ce que tout cela signifie? Que veulent dire ces chiffres? Cela signifie que, contrairement à ce que la propagande de Trump nous raconte et à ce que beaucoup de gens croient, les étrangers ne créent pas le déficit commercial. Les étrangers ne volent pas les États-Unis. Le déficit commercial est créé par les Américains. Les Américains dépensent plus que le produit national brut, et pour compenser cette différence, nous devons avoir un déficit commercial. Et le déficit commercial est un chiffre négatif. Les dépenses sont positives. Elles sont supérieures à ce chiffre positif du PIB. Et pour que cette identité soit équilibrée, il faut un chiffre négatif. Et ce chiffre négatif, c'est la balance commerciale. Donc, le déficit commercial s'avère en réalité, premièrement, une variable politique sans importance à laquelle personne ne devrait vraiment prêter attention aux États-Unis. On ne devrait pas en faire tout un plat, car il est en fait produit par les Américains eux-mêmes. Et c'est bénéfique pour les Américains parce que pourquoi? Nous pouvons le financer très facilement. Parce que faisons-nous? Comment le finançons-nous? Nous exportons un excédent d'actifs américains, obligations, actions. Les étrangers les achètent. Ils envoient leur capital, et c'est ainsi que tout cela est financé. Mais les gens ne comprennent pas ces choses élémentaires. Ils s'en mêlent les pinceaux et se retrouvent confus parce qu'ils ne prêtent pas attention à des identités comptables très simples et ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le système. Donc les droits de douane ne vont rien faire d'autre que de fausser le commerce. Ils vont fausser le commerce et l'approvisionnement des importations qui alimentent le commerce ou qui compensent le déficit commercial. L'origine de cet approvisionnement sera différente selon qui est le plus touché par les droits de douane. Si tous les droits de douane sont imposés à la Chine, nous importerons moins de Chine et davantage d'un autre pays. Je sais que vous avez déjà répondu à cette question, mais j'aimerais l'aborder sous un autre angle, car je reçois beaucoup de commentaires lorsque je publie une vidéo sur les droits de douane. Beaucoup de gens disent, eh bien, les droits de douane serviront à ramener l'industrie manufacturière. Et je sais que vous avez déjà évoqué les causes profondes pour lesquelles les droits de douane sont une mauvaise idée. Mais quelle serait votre réplique à ce comment? What would be your response to that comment? Cela n'arrivera pas. Vous savez, chaque fois qu'on pose cette question à un président, récemment, j'ai lu un article intéressant du professeur Krugman sur son Substack et Krugman a expliqué pourquoi. Krugman, bien sûr, est un démocrate plutôt à gauche. C'est un économiste, lauréat du prix Nobel, un économiste très célèbre. Et il parle du commerce international qui est justement le domaine pour lequel il a reçu son prix Nobel. Donc il sait de quoi il parle. Il explique essentiellement ce que je vous dis. Il l'a expliqué d'une manière un peu différente, mais ce sont les mêmes identités. Il entre dans les détails. Il passe par tout le raisonnement. Mais l'anecdote intéressante qu'il a racontée, c'est que lorsque Clinton a été élu président pour la première fois, certains des grands pontes de l'économie du Parti démocrate sont descendus à Little Rock pour voir Clinton, et Krugman faisait partie de ce groupe. Donc, Clinton a posé à Krugman exactement la question que vous m'avez posée. C'était exactement la même question, et Krugman lui a donné exactement la bonne réponse. Il a dit « Ne t'en fais pas. Tu ne vas pas ramener l'industrie manufacturière telle qu'on l'avait pendant la Seconde Guerre mondiale ou à n'importe quelle époque lointaine que tu veux évoquer. Les choses changent.
Et les choses changent comme elles l'ont fait pour l'agriculture. Au tournant du XXe siècle, en 1900, la plupart des gens travaillaient dans l'agriculture, dans les fermes. Aujourd'hui, presque plus personne ne le fait. Mais la production agricole est en plein essor. Et comment cela se fait-il? Eh bien, c'est possible parce que l'agriculture est très productive. Chaque personne travaillant aujourd'hui dans une ferme produit bien plus qu'une personne en 1900. Ou même que moi, lorsque j'étais enfant, et que je travaillais dans les fermes dans les années 1950. Alors si vous allez dans l'Iowa, là où j'ai grandi, vous n'en reviendrez pas. Je veux dire, vous voyez ces énormes tracteurs, tout est informatisé, tout fonctionne avec le GPS et tout le reste. C'est un autre monde. Ça n'existait pas quand j'étais enfant. Vous prenez mon père. Mon père, qui est né en 1919, a bien sûr grandi à la ferme. Il me racontait des histoires sur la façon dont il ramassait le maïs à la main. Il n'avait même pas de cueilleuse à maïs. Ils avaient des chevaux qui tiraient une charrette et les gars ramassaient le maïs à la main. Eh bien, quand je suis arrivé, ils avaient des cueilleuses à maïs, des cueilleuses à 4 rangs, beaucoup plus productives, et ainsi de suite. Aujourd'hui, ils ont des moissonneuses-batteuses à 12 rangs, et ils récoltent automatiquement le maïs directement dans le champ avec une moissonneuse et tout le reste. Tout se fait en une seule opération. Et d'ailleurs, mes amis avec qui j'ai grandi, c'est très capitalistique. Il n'y a presque pas de main-d'œuvre, mais il y a énormément de capital investi. Et ces moissonneuses-batteuses à 12 rangs coûtent plus d'1 million de dollars l'unité. C'est du sérieux. Donc, c'est de la fabrication. Alors, quel est le lien entre cette histoire agricole et l'industrie manufacturière? Eh bien, notre production manufacturière augmente, la production augmente, la valeur de la production augmente, mais le nombre d'ouvriers dans l'industrie diminue. Pourquoi? Parce que la productivité augmente, l'automatisation progresse, il y a plus de robots. Le jeu change complètement et en permanence. Absolument. Et c'est pourquoi il est important d'avoir un commerce mondial qui fonctionne réellement bien, ainsi qu'une coopération internationale où les choses peuvent être produites en Chine ou ailleurs dans le monde si cela s'avère pertinent. Il n'est pas logique de produire localement lorsque, en raison des coûts de main-d'œuvre élevés, des coûts d'intrants importants et des réglementations en vigueur ici, cela s'avère moins efficace. Ce sont là des éléments qui devraient probablement être pris en compte dans la discussion plus large sur la possibilité même de relocaliser la production industrielle et bien sûr sur la possibilité de le faire en recourant aux droits de douane. Comme vous l'avez mentionné, les choses évoluent et utiliser les mêmes cadres qui fonctionnaient il y a 40, 50, voire 10 ans ne garantit pas que nous obtiendrons aujourd'hui les mêmes résultats positifs. Eh bien, absolument. Et une façon d'y penser, les gens pensent que les économistes, si vous lisez un livre d'économie, il y aura toujours une expression là-dedans, les gains du commerce. Eh bien, cela peut être au niveau national, entre toi et moi qui échangeons quelque chose, Lena, ou au niveau international, entre un Américain et un opérateur chinois. Donc ce ne sont pas les pays, d'ailleurs, qui commercent entre eux. Ce sont les individus et les entreprises qui commercent entre eux. Maintenant, que sont les gains du commerce? Prenons un exemple simple. Disons que tu me vends quelque chose et que je l'achète. Alors, quels sont les gains du commerce? Eh bien, les avantages sont que vous ne me vendriez pas ce produit si vous n'en tiriez pas profit, et je ne l'achèterai pas si j'en tirais pas profit non plus. Donc vous y gagnez, j'y gagne, c'est ça, les gains du commerce. Maintenant, si le gouvernement intervient et nous impose une taxe sur cet échange, par exemple une taxe de vente si c'est domestique, si vous étiez russe ou autre, et que vous me vendiez quelque chose, alors il pourrait y avoir un tarif douanier, mais c'est la même chose qu'une taxe de vente. Et qu'est-ce que ça fait?
Cela retire une partie des gains du commerce entre vous et moi et donne cet argent au gouvernement. Il y a donc toujours des gains à l'échange. Toute personne qui échange avec une autre, l'acheteur y gagne et le vendeur y gagne. Sinon, il n'y aurait pas de commerce. Donc, il y a des gains. Et une fois que le gouvernement intervient, il peut le faire. S'il s'agit d'un échange intérieur, il peut le faire avec une taxe sur les ventes ou une taxe d'accise, une sorte de taxe intérieure. Ou si c'est un acheteur et un vendeur étranger, alors nous avons des droits de douane qui entrent en jeu. Ou ils peuvent faire d'autres choses. Ils pourraient instaurer des barrières non tarifaires, ou imposer des quotas et dire « Oh, Lena et Hanke, ils ne peuvent commercer qu'en quantité limitée. Vous pouvez échanger librement 10 unités, mais si vous passez à 11, un quota s'applique et vous ne pouvez pas en faire 11. » C'est ce qu'un quota fait. D'accord, peut-être pouvons-nous changer un peu de sujet. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur le nouveau projet de loi, celui de la réduction d'impôts de 4 000 milliards de dollars, et aussi parler très rapidement du déficit. Donc, le Congrès débat actuellement de ce projet de loi massif de réduction d'impôts de 4 000 milliards de dollars, et selon les rapports, il ajoutera 20 000 milliards de dollars à la dette fédérale au cours des 10 prochaines années. Et cela, d'après les auteurs du projet de loi. Mais il y a un autre énorme problème. Si le texte est appliqué tel qu'il est rédigé actuellement, il augmentera le coût du service de la dette fédérale, qui s'élève déjà à 37 000 milliards de dollars. Que pensez-vous de ce projet de loi, de ce grand et magnifique projet de loi? Et combien de temps les États-Unis pourront-ils encore absorber la hausse des coûts de la dette et les déficits qu'ils accumulent depuis très longtemps? Ce n'est évidemment pas propre à l'administration Trump. Cela dure depuis des décennies, depuis des années. Eh bien, deux aspects. Le grand et magnifique projet de loi n'est pas si magnifique si on l'examine en détail. Il y a des parties intéressantes, et l'une d'elles concerne la fiscalité. Vous avez dit qu'il s'agissait d'une réduction d'impôts. C'est ainsi qu'il la présente, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement de prolonger le régime fiscal actuel afin d'éviter une augmentation. Si cette partie du projet de loi n'était pas adoptée, nous aurions une hausse des impôts. Donc ce n'est pas une réduction, c'est juste le maintien de ce que nous avons. Donc c'est bien. Je suis contre l'augmentation des impôts. Ce à quoi je m'oppose également, c'est l'augmentation des dépenses que cela implique. Et c'est une affaire bipartisane, à l'exception de quelques rebelles républicains à la Chambre qui ont ralenti le processus. Il y a beaucoup de dépenses publiques là-dedans, surtout avec le budget du ministère de la Défense qui explose. Pourquoi diable dépensons-nous autant pour un ministère de la Défense surdimensionné, rempli de gaspillage, de fraude et d'abus? Cela me dépasse. C'est tout simplement un gaspillage total d'argent. Donc, il faut réduire les dépenses publiques. Et la bonne partie de ce projet de loi, il n'y en a qu'une seule, c'est la partie fiscale. Et la partie fiscale n'est en réalité pas une réduction d'impôts, c'est simplement l'évitement d'une augmentation d'impôts. Éviter une augmentation d'impôts, ce n'est pas une baisse d'impôts. On ne réduit rien. Enfin, d'une certaine manière, si, parce que si le texte n'était pas adopté, il y aurait une augmentation d'impôts. Donc si c'est adopté, on pourrait dire qu'il y a eu une baisse d'impôts. Je dirais que c'est un élément pour éviter une augmentation des impôts. C'est le bon côté du projet de loi. Mais les dépenses publiques sont tout simplement hors de contrôle. Et les républicains sont aussi mauvais que les démocrates. C'est une affaire bipartisane. Ces gens à Washington sont complètement irresponsables. Ils dépensent comme des marins ivres pour tout et n'importe quoi. Pourquoi pensez-vous qu'il y a autant de lobbyistes? Le secteur qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis, ce sont les lobbyistes à Washington. Pourquoi font-ils du lobbying?
pour plus de dépenses. Pourquoi pensez-vous que le complexe militaro-industriel se développe autant et se porte si bien? Ils sont très efficaces grâce au gras qui va dans le budget du département de la Défense. Oui, le complexe militaro-industriel célèbre certainement une grande victoire cette année, comme chaque année. Il profite de milliards de dollars de commandes en attente, alors que les commandes continuent d'affluer. Et, comme tu l'as dit, de plus en plus de politiques issues du lobbying sont mises en œuvre, malheureusement. Vous avez Trump maintenant. J'ai été l'un des conseillers de Reagan, et une chose à laquelle Reagan tenait particulièrement, c'était la réduction des dépenses publiques, le contrôle des dépenses publiques. C'est pas un point du programme de Trump. Trump n'en parle jamais. Il fait un peu avec Musk et Doge en éliminant le gaspillage, la fraude et les abus, mais ce ne sont que des économies de bout de chandelle. Ce n'est pas du sérieux. Il y a donc une énorme différence entre Reagan et Trump sur la question des dépenses publiques. Si vous regardez les dépenses publiques, Reagan a dû se battre sur ce point, et il a fallu attendre la toute fin de son second mandat pour que les dépenses publiques en pourcentage du PIB soient plus basses à la fin de son mandat qu'au début. Mais il lui a fallu 8 ans pour y parvenir. Maintenant, si vous regardez, le seul président, enfin, Eisenhower a fait plus ou moins la même chose que Reagan. Donc, vous avez deux républicains qui sont arrivés et ont fait baisser un peu les dépenses publiques en pourcentage du PIB à la fin de leur mandat par rapport au début. Maintenant, qui a vraiment serré la vis? Clinton. Clinton a vraiment réduit les dépenses publiques. Elles étaient bien moindres à la fin de ses 2 mandats qu'au début. Et l'une des raisons à cela, c'était le département de la Défense. On parlait alors du fameux dividende de la paix. Quand la guerre froide a pris fin, c'était sous Clinton. Et c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment fait sentir. Dans les années 1990, bien sûr, en 1989, l'Union soviétique s'est effondrée et le dividende de la paix est entré en jeu. Il y a donc eu énormément d'économies réalisées au niveau du département de la Défense. Et il y avait aussi un autre point positif. Nous avions un gouvernement divisé. Les républicains contrôlaient le Congrès et les démocrates étaient à la Maison-Blanche. Et il y avait 2 hommes intelligents qui s'affrontaient. Il y avait Newt Gingrich à la Chambre, il était président de la Chambre, et le président Clinton. Et quel a été le résultat? Le contrôle des dépenses publiques. Les dépenses publiques ont été maîtrisées. Et Clinton a finalement été assez intelligent pour s'en rendre compte. Il avait commencé avec beaucoup de grandes idées sur la façon dont il allait dépenser beaucoup d'argent. Rappelez-vous, Hillary l'avait poussé avec cette politique nationale de santé, etc. Il a rapidement fait marche arrière quand il a compris qu'il avait affaire à un vrai tigre en la personne de Newt Gingrich au Congrès, et il a compris qu'il n'irait nulle part avec ça. Donc Clinton s'est adapté intelligemment, je pense. Et le bilan des années Clinton, du point de vue du contrôle budgétaire, a été de loin meilleur que celui de n'importe quel président de l'ère d'après-guerre. Rappelez-vous, pendant les 2 dernières années du second mandat de Clinton, il enregistrait en fait des excédents budgétaires. On ne parlait pas des déficits dont tu parlais, Elena, quand tu as commencé à me poser la question. Il enregistrait réellement des excédents. Et les bons vigilantes, d'ailleurs, sur le marché obligataire se faisaient du souci. Ils disaient, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement fédéral ne va plus émettre de bons du Trésor. Le marché obligataire va disparaître. Donc beaucoup de choses ont changé. Mais il faut que les gens se souviennent de l'histoire. En économie, tout est question de comptabilité et d'histoire. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous.
Il y a quelques jours, Moody's a abaissé la note de crédit des États-Unis. Les rendements des obligations américaines ont grimpé en flèche, dépassant brièvement les 5%, si je ne me trompe pas. Les taux d'intérêt sont revenus à leur plus haut niveau depuis des décennies, et l'incertitude a augmenté et continue d'augmenter. Ce qui est intéressant, c'est que les rendements des obligations japonaises à 40 ans ont également atteint leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans. Le Premier ministre japonais Ishiba a qualifié la situation, je cite, de « pire que la Grèce ». Pourtant, le marché boursier a semblé rebondir relativement rapidement. À quel point devons-nous nous inquiéter après la dégradation et l'évolution des rendements obligataires? Eh bien, je pense que nous devrions évidemment nous préoccuper de ce qui se passe avec le budget. Il y a deux choses à comprendre ici concernant le rendement des obligations à 10 ans. C'est de cette obligation qu'il parle. La principale, c'est celle à 10 ans. Et revenons à la masse monétaire. La masse monétaire est anémique. L'inflation baisse parce que la masse monétaire est anémique. Les variations de la masse monétaire, avec un certain décalage, influencent l'inflation. Et qu'est-ce qui suit l'inflation? Les rendements obligataires. Donc, normalement, avec une masse monétaire anémique et une inflation en baisse, on s'attendrait à ce que le rendement à 10 ans baisse. Mais il augmente. Pourquoi augmente-t-il? Eh bien, cela augmente à cause de l'incertitude liée au régime et de ses préoccupations budgétaires. Donc, il y a deux choses distinctes qui se passent ici. De plus, beaucoup de gens pensent que leurs anticipations d'inflation sont élevées parce qu'ils croient que les tarifs douaniers vont augmenter l'inflation. Non, c'est la masse monétaire qui change et c'est elle qui influence l'inflation. Les tarifs douaniers n'y sont pour rien. Les tarifs douaniers affectent les variations de prix relatifs, les variations de prix de certains biens en particulier, mais ils n'influencent pas le niveau général des prix. Il y a donc beaucoup de confusion, de mauvaises interprétations et de mauvaises valorisations sur le marché d'ailleurs. Je pense que le marché se trompe un peu dans son évaluation. Je pense que la baisse de l'inflation va finir par se faire sentir et entraîner une baisse des rendements à 10 ans. Professeur Hank, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui et pour cette conversation si intéressante. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'échanger avec vous. J'ai hâte de lire votre nouveau livre et d'en discuter prochainement avec vous ici sur ma chaîne. Ce sera formidable, Lena. Heureux d'être avec vous. Merci. Merci.